Bonjour et bienvenue, Mont Blanc Live, la tête en l'air aujourd'hui. On va prendre de la hauteur avec évidemment du parapente, on va survoler le relief et les très très belles vallées montagneuses. Les rêveuses du jour, quand on est la tête en l'air, on rêve un peu. Les rêveuses du jour, l'équipe du jour, Aurélie qui est retournée à l'école. Oui, mais je ne suis pas redescendue sur Terre encore, moi je rêve. Je sais pas si retourner à l'école ça fait rêver, on verra ça. Claire, dans le concret, au sein d'un fabricant de parapente. Et oui, un petit peu de concret parmi ces têtes en l'air. Et puis Chloé qui a choisi pour nous un lieu, on parle de spot en matière de parapente. Un spot absolument magique, je vous en parle tout à l'heure. Alors, notre invité est un alpiniste à la base, et oui, il a même tenté, c'est même un himalayiste, puisqu'il a tenté en solitaire l'ascension du K2, tenez-vous bien quand même. Et puis il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, il a changé de discipline, il est passé au parapente, c'est maintenant grâce à sa voile, à son aile, qu'il atteint les sommets de 8000 mètres. Depuis effectivement 2016, il détient le record du monde d'altitude en parapente, tenez-vous bien, 8157 mètres, une sacrée prouesse. C'était au-dessus du Broad Peak, sommet qui culmine à 8051 mètres. Alors nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Antoine Girard qui nous vient de Valence dans la Drôme. Bonjour Antoine Girard. Bonjour. Alors effectivement, record du monde, c'est il y a 2 ans. Expliquez-nous comment ça s'est passé, les conditions de ce record du monde à plus de 8000 mètres. Alors déjà, c'est un record du monde de montée en altitude, pas forcément de vol en altitude, puisqu'il y en a qui ont décollé par exemple de l'Everest, donc beaucoup plus haut, mais qui ont fait que descendre. Là, l'idée, c'était partir du bas, donc je suis parti environ à 4500 mètres pour monter à 8000 mètres. Après, c'était pas du tout, je suis pas parti du tout pour battre le record ni quoi que ce soit. Je suis simplement parti en voyage au Pakistan, à l'Himalaya, où mon objectif était de traverser, de rejoindre les 5 sommets de 8000 mètres qu'il y a au Pakistan en autonomie. Donc, je suis parti avec ma tente, mon duvet, mon parapente, et j'ai traversé comme ça 1200 km dans le pays. Et à la fin du voyage, au bout de, je crois que c'est 17e ou 18e jour, je suis passé au pied du Broad Peak et là, les conditions étaient réunies pour monter justement au sommet. Et voilà, moi j'ai le Broad Peak, j'y suis allé 3 fois dessus, tenté 3 fois l'ascension. Et là, le fait de survoler en parapente, de monter au-dessus, pour moi c'était un rêve. Voilà, je visais pas la hauteur des 8000 mètres. Bon, finalement ça s'est fait et moi mon vrai objectif c'était de survoler le Broad Peak. Vous en parlez très naturellement. Moi je pars avec mon parapente, mon matériel de bivouac, hop je suis en voyage, ça se passe vraiment comme ça, il y a quand même j'imagine une logistique conséquente. Il y a une très grosse logistique mais au niveau plus du voyage. Après, pour monter à 8000 mètres, il faut avoir un peu de chance, il faut avoir un peu de réussite, il faut oser aussi, parce que là, je suis sur des sommets qui sont presque une semaine de marche du premier village. Donc, si ça pose au pied du sommet, il faut marcher, il faut assumer. Voilà, après, oui, il y a une préparation physique, une préparation mentale, il y a beaucoup de choses qui vont autour. Oui. Et le fait d'avoir fait de l'alpinisme auparavant, est-ce que c'est rassurant ? Ou alors, quand on fait du parapente, on oublie le côté... Non, c'est très rassurant, surtout dans ces zones-là. Je suis sur des glaciers, là, le glacier fait 40 km de long. Donc on remonte ce glacier, et le fait de connaître parfaitement déjà cette montagne et ce glacier-là, c'est rassurant en disant, si je pose, je sais comment m'en sortir, comment faire, etc. Donc tout le niveau stress n'est pas là, pour ce point-là. Donc c'est rassurant, ça permet d'aller plus loin et de vraiment le tenter. Alors à quoi ça ressemble en images ? Eh bien justement avec ce teaser du film, Envol vers les 8000. Pas se rater, parce que les blocs sont sacrément gros. Voilà. Posé sur les pentes du Nanga Parbat. Simplement énorme.
Verlet 8000. Alors, c'est une véritable discipline, hein. Ça s'appelle quoi? Du vol bivouac, c'est ça? Exactement, ouais. En vol et en bivouac, donc vol bivouac. Donc, vous avez tout votre matériel sur vous, votre sac de couchage, votre matelas, votre La nourriture, exactement. Ça fait combien de kilos tout ça? Très aléatoire en fonction des expéditions et la durée de l'autonomie. Là, pour cette expédition-là, la durée d'autonomie était à la base, je partais pour 8-9 jours et chaque fois, ça durait 12-13 jours, donc un peu plus que prévu. Et j'avais 35 kilos. Donc vous mangez moins. On mange beaucoup moins, oui. Il faut se restreindre. En fait, on est bloqué dans la montagne, on attend qu'il y ait le beau temps qui arrive. Et à un moment, je suis resté quasiment 4 jours au même endroit sans bouger. Effectivement, la nourriture, elle disparaît vite. Ouais. Le fait d'être assis immobile comme ça, vous n'êtes pas gelé à cette altitude? Ouais, je suis bien équipé, donc ça va, mais Oui. oui, il fait très froid. Hein. La nuit, c'est -5, -10. C'est pas forcément agréable. Même en vol, on voit, vous avez des équipements spéciaux, des espèces de gros moufles. Ouais, j'ai des grosses moufles. Et en fait, alors là, il y a l'absence d'oxygène, donc ça augmente tous ces paramètres-là parce que le froid est pas si dense que ça. Là, à 8000 mètres, j'avais -9 degrés à la sonde, donc ce qui est acceptable. Oui. Mais avec l'absence d'oxygène, en fait, le sang devient visqueux et il circule très très mal. On n'arrive pas à se réchauffer. Donc effectivement, l'équipement, il faut qu'il soit gros. Alors, votre dernier voyage, c'était cette année, hein, vous rentrez d'Amérique du Sud, une espèce de traversée de la cordillère des Andes. Exactement l'objectif, je voulais faire l'intégrale de la traversée de la cordillère. Alors je me suis rendu compte que c'était pas réalisable en un seul voyage, il y a quand même plus de 6000 km. Surtout à cause de la météo, il faut avoir les bonnes périodes entre périodes de pluie et de sécheresse. Et là, je viens de rentrer de la première moitié qui fait presque 3000 km. Alors là, vous étiez deux, avec un pote, c'est ça? Ouais, non exactement. En fait, tous mes voyages, je les prévois généralement à deux. Après, il se passe que il peut y avoir des imprévus et je suis parti seul comme au Pakistan. Mais là, effectivement, on était deux. On a fait 3000 km en 6 semaines. On vous voit décoller au niveau de la mer. Comment ça se passe, ce genre de décollage? Alors là, on monte un petit peu au-dessus, 200-300 mètres au-dessus. Et ça se passe comme en montagne, en fait. Hein. Il fait un peu plus chaud, mais un peu plus agréable. Alors ça, c'est la partie... au bord de la mer, mais on a fait partie au milieu de la cordillère des Andes. Quand ça passait plus, on allait au bord de la mer, et quand ça revolait au niveau de la cordillère, on partait dedans. Il y a vraiment un côté explorateur quand même. Vous allez dans des contrées reculées. Il n'y a peut-être jamais eu de parapente là-bas en fait, a priori. Alors là, il y en a 700 km, presque 800, où jamais un parapente n'a volé. C'est un peu l'objectif, c'est traverser la cordillère, aller découvrir des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Et oui, c'est complètement l'exploration. Là, et je me suis fait un peu avoir mon propre jeu, parce qu'au sud, on a tenté aussi, personne n'avait volé, on n'a jamais réussi à voler. On a fait quasiment 500-600 km où on essayait de voler pendant 2 jours. On n'y arrivait pas, on marchait, on reprenait un bus pour faire 50 km au nord et on recommençait. Et on n'a pas du tout réussi dans le sud. On ne peut pas le faire partout. Hein. Les conditions ne sont pas réunies pour voler, c'est ça? Exactement. Au sud, par exemple, c'était beaucoup trop humide, forêt tropicale, donc pas de thermique, pas possible de marcher. En 3 jours, on a fait 50 km à pied, donc ce qui est ridicule. Et le centre s'est bien passé. Le nord, dans les Andes, à nouveau, c'était ce coup-ci trop sec, trop orageux et des vents beaucoup, beaucoup trop violents. Alors ça c'était cette année, en 2018. Oui. En 2017, vous avez fait comme en 2016, vous êtes retourné en Himalaya. On parlait tout à l'heure du Pakistan, là c'est au Népal, hein, en 2017. Ouais. Vous avez relié Katmandou au Langtang, une espèce d'aller-retour. On va voir des images au passage. Expliquez-nous aussi ce grand voyage. Là, ce projet est un peu différent, c'était vraiment de mêler l'alpinisme au parapente. Nous, dans les Alpes, on a le téléphérique, par exemple, on veut faire le Mont Blanc, on prend le téléphérique de l'Aiguille du Midi, on monte à 3007, on va faire en alpinisme la voie du Mont Blanc, on redescend en téléphérique. Dans l'Himalaya, il n'y a pas. Donc nous, notre idée, c'était de servir du parapente comme le téléphérique. Donc bon, on a augmenté un petit peu en partant de Katmandou directement à pied. On a rejoint le Langtang, et du Langtang, du village, on partait en volant posé à 6000 mètres sur des hauts sommets. Et à partir de là, on allait faire de l'alpinisme en rentrant avec notre parapente. Donc l'objectif était de faire le Langtang Lirong, qui est un sommet à 7200 mètres, à la journée, en posant à 6000, une voie d'alpinisme et redescendre. Alors là, une fois de plus, vous deviez être un peu le premier à faire ça et la première voile que voyaient les gens dans ce secteur. C'est un peu ça, oui. L'idée, c'est un peu d'innover, de voir ce qu'on peut faire. En fait, il faut aussi penser que le parapente a énormément évolué. Et depuis, on va dire 7-8 ans, il est devenu tellement léger et performant qu'on peut se permettre des choses qui n'existaient pas avant et tout à faire. Donc moi, j'essaye de voir un peu ce qu'on peut faire. Et pour l'alpinisme, ça marche vraiment très très bien. Et vous ressentez quoi quand vous êtes en l'air et que vous êtes là le premier à découvrir de cette façon-là les paysages? Forcément, c'est très joli. Après, il y a quand même, pour pas mal d'endroits, beaucoup de stress. Parce que si personne n'a volé, on se dit, mais pourquoi personne n'a volé? Donc des fois, ça marche. Hein, et d'autres fois, on a pas de difficulté. On s'est fait peur 2-3 fois parce que les vents sont... les brises, donc les brises de vallée, le vent qui s'engouffre dedans sont parfois très très forts. En Amérique du Sud, on s'est fait peur aussi par le vent. D'autres fois, il n'y a pas d'eau. Il y a toujours des raisons qui font que si personne n'y allait voler, c'est que c'est pas facile. Et d'ailleurs, quand vous êtes là-haut, vous pensez à quoi? Au risque? Vous savourez le moment, l'instant présent?
Il y a un peu de tout. Moi souvent j'aime bien savourer le moment présent, c'est tellement beau qu'on en profite. Par exemple le vol au Pakistan où j'étais à 8000 mètres, je l'ai réalisé qu'après. Il fallait tellement être concentré et rien relâcher. En fait si j'ai un relâchement à un moment donné je peux mourir. Donc non, je suis concentré, je réalise même pas ce que je fais, je réalise pas l'exploit entre guillemets que c'est. Je vais juste passer au sommet du Broad Peak, je suis concentré, je l'ai fait, je suis parti. Et le soir, je fais ah ouais, j'ai fait ça quand même. Quand même. C'est cool. Pour descendre en fait. Pour descendre. Pour Mais descendre. quand c'est pas extrême comme ça, oui, je profite tout le temps. C'est simplement magique. Des paysages complètement fous. 2016, justement, à propos de paysages complètement fous, direction la Nouvelle-Zélande. Un autre de vos voyages, la Nouvelle-Zélande, balade chez les Kiwis. C'était en 2016, c'est vraiment aussi votre toute première Alors c'est expédition. la première grosse expédition, exactement. Alors moi j'avais toutes les expéditions qu'on suivi, là qu'on a parlé, je les avais en objectif, mais il fallait le préparer. Et la première préparation a été de partir en Nouvelle-Zélande pour 20 jours d'autonomie. Alors 20 jours complète d'autonomie, aucun ravitaillement ni rien. Et c'était la première fois que je partais sur du long terme. Dans un pays inconnu, hein, c'était fait 2 fois avant. Donc on savait pas trop comment ça marchait. Et effectivement, on est parti et on a traversé l'île du Sud à Nouvelle-Zélande, qui fait 600 km. Puis ça a tellement bien marché qu'on a mis 10 jours. Et donc au bout de 10 jours, on s'est dit non, on est parti pour 20 jours. Donc on fait le retour. On a fait l'aller-retour de l'île du Sud à Nouvelle-Zélande. Eh bien regardez, en image, ça donne ça. On a marché une bonne quinzaine de kilomètres, bien fatigué, avec des sacs bien lourds, 25 kilos. On est arrivé à une petite hutte, mais il fallait réserver, on n'a pas pu dormir. Puis, on est sur le chemin, hein. Seul endroit un peu sec. La moitié de la montagne qui s'est complètement effondrée dans la rivière. Ça fait un bouchon énorme. Ouais, le bouchon en fait il a fait monter l'eau. Résultat, le chemin est sous l'eau. On ne sait pas par où passer, on ne sait pas si la hutte est sous l'eau ou pas. On a 15 bornes à faire, ça fait au moins 5 ou 6 heures qu'on marche. On a fait même pas 10 bornes. Je suis à bout. Là c'est vraiment dur. Il fait extrêmement froid en l'air, je suis complètement congelé. Que du plaisir. Bon d'accord, 4 jours un peu hard, pour ne pas dire très difficile, mais là ça vole, on avance. Antoine, quel est le risque principal en volant aussi haut, au-dessus des nuages ou autour des nuages? Mais en fait, il n'y a pas vraiment de risque. Plus on vole haut, moins il y a de risque. Mais on dit quand même que les hélicoptères ont moins de portance en altitude. Pour le parapente, c'est pas pareil. Il n'y a pas de problème de portance. Moins de portance. C'est-à-dire que. Donc il y a un risque de décrocher. Non, au contraire. Ici, on vole. La seule chose qui influe, c'est qu'ici, on vole à 38 km/h. Là-haut, à 8000 mètres, je vole à 60-70 km/h. Donc tout va beaucoup plus vite. Mais sinon, tout le reste, c'est pareil. Après, plus on est haut, les dangers en fait en parapente, c'est d'impacter une paroi. Donc plus on est haut, plus on est loin des parois, moins il y a de risques. On a un parachute de secours, c'est un problème, on peut l'ouvrir et l'utiliser. Donc au contraire, c'est être près des parois qui fait qu'il y a un risque. Donc plus on est bas, plus c'est dangereux. Et votre matériel, vous avez un parapente spécifique qui a plus de portance, qui est plus gros, plus large? Non, j'utilise les parapentes habituels. Quelquefois, je fais des améliorations que je fais, que je bricole, parce que j'ai besoin pour les problèmes des caméras, besoin des mains qui sont gelées, de manipuler autrement, donc je fais des modifications. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Les sellettes sont beaucoup plus modifiées. Sont adaptés pour ça, pour entrer tout le matériel, tout ça. Mais c'est une base identique à tout le monde. C'est juste des modifications personnelles. Alors le matériel, eh bien justement, on s'est intéressé nous aussi au matériel. Il est soumis à rude épreuve. De temps en temps, ça peut casser, pourquoi pas. Alors je me tourne du côté de Claire. Effectivement, qui dit parapente dit sécurité et pour cela, une entreprise s'est spécialisée dans le contrôle et l'entretien de voiles de parapente. C'est Repair, installé depuis plus de 20 ans à Talwar, le premier spot européen de parapente. Regardez. Alors Repair, c'est une équipe de 9 personnes, un savoir-faire qui est au service des parapentistes depuis plus de 20 ans. On assure le SAV de toutes les marques, on travaille pour toutes les marques de parapente. On propose différentes prestations, du contrôle de parapente, du contrôle mécanique, du contrôle visuel, du test en vol aussi si c'est nécessaire. La réparation, ça a des fois un terme un peu réducteur, le terme réparation, mais réparer un parapente, c'est vraiment pas simple. C'est même des fois plus compliqué qu'en fabriquer un, parce que quand on fabrique une aile, on a une certaine chronologie de montage.
Alors que quand on a une voile qui est par exemple passée aux arbres, il faut changer une dizaine de pièces par-ci par-là. Alors les contrôles, on va dire qu'on a deux façons pour contrôler, on va dire trois façons. Un contrôle mécanique, où là on va travailler au sol, comme les voiles qui sont ici, pour vérifier l'état des matériaux. Donc on va tirer sur les suspentes, on va les casser, on va tester le tissu à la déchirure. Voilà, on va vraiment analyser les matériaux au sol pour voir dans quel état est le parapente. On va faire aussi du contrôle visuel, on va suspendre la voile et là plutôt aller chercher des dégâts. Et puis la troisième façon, c'est quand on a vraiment un doute sur des voiles et qu'on n'a pas d'explication en atelier, on va aller se mettre éventuellement en l'air pour aller vérifier que tout fonctionne bien. C'est pas tout à fait comme le contrôle technique où le contrôle technique est obligatoire. Les contrôles de parapente sont fortement conseillés par les marques tous les ans ou 100 heures de vol. Nous on s'engage 1 an ou 100 heures sur une voile qu'on valide. Après, c'est au client de prendre la décision ou pas. Et on a certains professionnels, voire les professionnels, qui eux ont une certaine obligation due à leur activité, où là, ils font réviser tous les ans leur matériel. Et puis, on essaye aussi d'utiliser un peu l'expertise qu'on a sur les matériaux souples pour faire un petit peu de développement textile. Donc, on développe des sacs, des accessoires. Et récemment, là, on a fait une étude pour le CNES, où en fait, ils montent des ballons dans la stratosphère, donc à plus de 30 000 mètres. Et nous, on a développé un produit pour redescendre l'ensemble. Et on a fait une première fabrication de produits là, sur le premier trimestre 2018. On a fabriqué 30 petits parachutes. Donc on essaye d'essayer d'un peu aller chercher des choses comme ça pour à la fois diversifier l'activité. Plus des projets d'agrandissement un peu du bâtiment aussi. On a besoin un petit peu de place, donc on travaille aussi là-dessus. Alors Antoine, en fait, j'avais lu que lorsque vous êtes parti dans la Cordillère des Andes, vous avez été victime de fourmis voraces qui ont du coup dévoré votre toile. Ça, comment ça se passe quand on part à l'étranger et qu'on n'a pas d'entreprise comme on a pu voir Ripper qui entretient et contrôle des voiles? Eh ben, je fais pareil. C'est-à-dire, je prends mon fil, mon aiguille et je répare. On a aussi du ripstop, donc c'est du scotch autocollant que l'on met. Mais effectivement, là, pour la première fois que des fourmis mangent ma voile, on peut imaginer que ça fait des zones de 1 mètre carré où c'est du gruyère partout. Et puis il y a plusieurs zones comme ça, donc on ne peut pas réparer. On ne peut pas boucher tous les trous, c'est impossible. Il faudrait des jours de travail. Donc là, j'ai renforcé structurellement, c'est-à-dire j'ai fait des grandes diagonales en ripstop. Mais oui, quand on part comme ça, on n'a pas le choix que d'avoir tout le matériel pour réparer, savoir faire, changer des suspentes, réparer la voile. En Nouvelle-Zélande, j'ai coupé la voile en 2 morceaux carrément. Il reste un tout petit morceau qui tenait. J'ai dû tout recoudre. Donc ouais, il faut bricoler. C'est du boulot. Et alors du coup, vous en usez des voiles de parapente à ce tarif-là, hein? Une voile par expédition, 2 expéditions par an, donc c'est déjà 2 voiles par an, plus pour voler ici. Plus pour voler ici. Bon bah ouais, vous êtes gros consommateur de voiles. Alors à chaque fois, donc c'est des voiles un peu plus lourdes pour un peu plus larges pour permettre d'emmener du matériel. C'est ça? Alors, de temps en temps, oui. Quand j'ai vraiment beaucoup de matériel, je prends une voile plus grande que ma taille habituelle. Mais sinon, c'est les parapentes classiques, ouais. Alors Antoine Girard, vous nous avez proposé des images des 4 coins du monde, ici de vos expéditions. Mais plus près de chez nous, il y a aussi un endroit assez connu de tous les parapentistes. Hein. C'est The Spot, c'est un spot en France connu de tous les parapentistes. Eh bien, je me tourne du côté de Chloé. Alors je vais vous parler d'un endroit que vous avez aperçu dans le reportage de Claire, ce fameux site de décollage du col de la Forclaz. Alors c'est un des sites les plus connus en France qui s'est énormément développé depuis une trentaine d'années. Si vous tapez parapente au col de la Forclaz sur votre moteur de recherche, vous risquez d'avoir du mal à faire votre choix. Près d'une vingtaine de structures proposent des baptêmes, mais les plus importantes, comme Adrénaline Parapente, effectuent plusieurs milliers de vols pour tous les âges, et même pour les enfants à partir de 4 ans. Alors il faut compter environ 80 € pour un vol découverte d'une quinzaine de minutes, les dents de l'enfant et la tournette dans le dos, le Semnose en face et les eaux turquoises du lac d'Annecy sous vos pieds. C'est le cadeau idéal pour les beaux jours. Antoine, il me semble que vous avez déjà survolé ce site, mais vous n'y avez jamais fait de décollage. Ah non, moi généralement je fuis un peu le monde, donc non, j'ai jamais décollé de là-bas. Mais effectivement, je suis passé plein de fois au-dessus dans mes vols de cross, donc de distance. Vos spots, où est-ce que vous aimez pratiquer le parapente Il va en pas France? nous dire, ça va. C'est où il n'y a personne. Faut le garder pour moi. Dans la plupart du temps, c'est des Les vols secteurs. rando. Moi j'aime bien pouvoir partir avec ma voile sur le dos, marcher 1 heure, 2 heures, et le vol est la récompense.
Souvent, j'essaie de voler toute la journée, une dizaine d'heures. Donc, je pars très très tôt pour marcher 2 heures, pour être au décollage à 9 heures et profiter de la journée de vol. Souvent, c'est le Vercors, les écrins, c'est des zones que j'aime beaucoup. Alors j'ai un vol pour vous si vous voulez voler de ce côté-là. Vous montez avec votre voile sur le dos jusqu'au col des Frettes et vous décollez. Vous aurez quand même le lac d'Annecy sous vos pieds. Exactement. Vous avez participé à des compétitions, par exemple la traversée des Alpes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça s'appelle la X-Alpes. Ouais. Alors ça, comment ça se passe? C'est l'intégralité des Alpes? Alors, ça part chaque année de Salzbourg, en Autriche, et c'est le premier qui arrive à Monaco. Après, le parcours change chaque année. Il y a 8 à 10 points de contournement, de passage simplement. Mais par contre, on part tous ensemble. Et on s'arrête la nuit, on a, je sais plus, 5 ou 6 heures d'arrêt obligatoire. Et après, c'est le premier qui arrive à Monaco qui gagne. Donc, c'est très très simple comme course. Et c'est juste se déplacer en portant le parapente ou alors en volant. Ou en volant avec un minimum sur le dos, hein, c'est ça? C'est ça, il faut porter tout son matériel obligatoirement. La nourriture? Et après, non, on a une équipe de ravitaillement qui nous suit, on s'arrange avec eux pour apporter de quoi dormir, manger, boire et tout ce qu'on pourrait avoir besoin en dehors du matériel obligatoire. Sur une journée, on fait combien de kilomètres en distance pure? Très aléatoire, ça dépend que de la météo. Une bonne journée, on fait 200-250 km en volant. Donc point de départ, point d'arrivée, donc ça fait des vols beaucoup plus grands encore. Et à pied, si ça se passe très bien, on va marcher que 20 ou 25 km. Et si c'est une journée moyenne, comme d'habitude, on va dire souvent 50-60 km de marge dans la journée. Alors vous êtes très expérimenté en parapente. Pourtant, vous avez commencé le parapente il y a quoi? Une dizaine d'années, pas plus, hein. C'est assez récent finalement votre J'ai pratique. commencé en 2007, ouais. 2007. Mais alors j'ai progressé très très vite. Dès la première année, j'ai fait 600 vols. C'est quelque Énorme. chose qui est énorme. 600 vols en Et, une année. Il fait 2 par jour. Ça fait 2 par jour, mais en fait la différence c'est que moi je me suis mis au parapente pour m'entraîner à la course à pied, à la marche. Donc je partais le matin, je montais vers chez moi, j'ai que 600 mètres de dénivelé, je faisais 600 mètres, je descendais en volant, je remontais, je redescendais, donc j'arrivais à faire 4, 5, 6 vols dans la journée, et des fois 10 si j'ai envie de continuer en voiture, en stop. Et donc ça va très vite sur une année. Puis après j'avais la motivation pour, donc on progresse très très vite comme ça. Très forte motivation. Je me suis calmé quand même. Quand on monte au col de la Forclaz, il y a beaucoup d'autostoppeurs. Ouais. Parce que du coup, Avec des gros sacs. ils veulent la liberté. On Et a dès peu qu'on fait des regarde erreurs les aussi. parents, On monte en Dès voiture qu'on pour passe par les retourner au petits chemins décollage. juste à côté, il y a beaucoup de gens qui montent à pied aussi. Qui monte assis. Ouais. Ah, c'est très agréable de marcher avant d'aller faire un vol, ça récompense. Alors des lieux en France pour pratiquer le parapente, il y en a des dizaines, voire peut-être même plus, et ce dans tous les massifs. Et avant d'arriver au niveau de notre invité Antoine Girard, il y a un petit peu de temps quand même, il faut bien commencer un jour. Alors Aurélie est allée voir une école de parapente en Savoie du côté de la Tarentaise. Oui, Sébastien, alors savez-vous en combien de temps il est possible de voler tout seul? Je ne sais pas, faut quoi, un certain En temps? 3 jours. 3 jours seulement? C'est surprenant. Alors, en 3 jours seulement, et oui, alors ce sont des vols en école très encadrés, bien sûr, programmés lors de stages d'initiation de 5 jours. Pour en savoir plus, je vous emmène prendre l'air avec l'école de parapente d'Arentasia en Tarentaise sur les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice et ce que l'on appelle le versant du soleil. Vous allez voir, ça donne envie. On apprend à faire du parapente sur une pente école comme celle-ci. Qu'est-ce qu'une pente école? C'est une légère pente qui ne permet pas de décoller, mais qui permet de ressentir toutes les sensations d'un décollage. Donc comme ça, on est en sécurité. Il est plus facile d'apprendre sur une légère pente que sur du plat. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une pente école. Voilà, donc on réalise 2 séances de 3 ou 4 heures sur cette pente pour apprendre à décoller. Une fois qu'on a appris à décoller, on va pouvoir s'orienter vers la phase de vol, donc auquel cas on va d'abord passer par un vol en biplace, qu'on appelle pédagogique. Puis derrière, si tout se passe bien, un premier grand vol en solo. Pour ça, il faut 3 jours. 3 ou 4 jours, suivant les gens, suivant la météorologie, tout ça. Parfait. Tempo. Voilà, super. Relève doucement les mains. Oriente-toi. Forcément, avant le premier grand vol solo, il va y avoir de l'appréhension. Mais si l'envie elle est plus importante que l'appréhension, il faut y aller. Ils seront tout seuls sous leur voile, avec un talkie-walkie sur eux, un moniteur au décollage, un moniteur à l'atterrissage. Et c'est comme ça que se passent les vols encadrés en école en tout cas. Voilà, regarde loin devant. Le regard un coup devant, un coup à gauche, un coup devant, un coup à gauche, et quart de tour à gauche pour se mettre en étape finale. C'est des moments un peu forts, hein. Que ce soit pour les élèves, forcément c'est leur premier grand vol en solo. On ne voit pas le temps passer, c'est sûr, et en effet pendant 1 heure, entre le premier et le dernier, s'écoule à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, et du coup ouais, pendant cette heure-là c'est super intense. On commence à freiner, vas-y, et on freine à fond en bas. Super, bravo. Félicitations India. C'était son premier grand vol, à 15 ans. C'est chouette.
J'avais juste vraiment hâte au départ. C'est pas comme une décharge d'adrénaline, mais ça fait vraiment plaisir en fait. Toute la pression qu'on a pu avoir, elle part et c'est vraiment génial. C'était vraiment super bien. J'ai vraiment l'impression d'être libre en fait. Je suis contente, mais j'aurais bien aimé rester un peu plus en l'air. J'espère en refaire peut-être cet été ou prochainement. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie de voler tout seuls, mais qui ont encore une petite appréhension? Juste de se dire qu'en fait, une fois qu'on est là-haut, on prend beaucoup de plaisir et que c'est vraiment simple, on est guidé dès le départ. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Alors on l'a vu, ce premier grand vol est très encadré, hein, on ne fait pas n'importe quoi évidemment en l'air. D'ailleurs, pour une autonomie totale, il faut compter au minimum 15 vols en école. Et il y a une chose très importante dont on n'a pas parlé dans le reportage, c'est l'aérologie. Il y a des cours théoriques qui sont dispensés et il y a aussi une notion d'expérience, hein. Antoine, vous confirmez? Ah, ça c'est très important. L'expérience, c'est ce qui fait tout quasiment. Et après, c'est vrai qu'on dit qu'au bout de quinzaine de vols, on est autonome, mais autonome le matin et le soir. Tiens, on va pas voler en plein été à 2h de l'après-midi au milieu des thermiques, etc. Quand ça bouge beaucoup et que ça peut secouer la voile et que ça Exactement. peut causer des problèmes, des incidents de vol en fait, c'est ça. Exactement. On est vraiment. C'est ça ce qui est difficile à comprendre, c'est cette histoire d'aérologie. Moi, je me suis déjà retrouvé effectivement à un décollage pour la petite histoire. Bon, il n'y avait personne ne décollait. Déjà, il faut se poser la question quand personne décolle, a priori. Et effectivement, il y a un parapentiste qui est arrivé et qui a dit bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça ne volera pas. Il lisait l'aérologie. Moi, je ne comprenais rien. Pour moi, ça me semblait très très calme. Mais non, a priori, il y a quand même des choses à lire et des indices qui font qu'on vole ou on vole pas, quoi. Exactement. Il y a plein de choses, hein. C'est l'expérience un petit peu, connaître les brises, les thermiques, le vent météo, la prévision qui a été annoncée, et l'ensemble de tout fait qu'on comprend vite le terrain, comment il est, et si c'est praticable ou pas. Alors, c'est un inconnu auquel vous vous confrontez quand vous partez à l'autre bout du monde, parce que c'est une aérologie dont vous n'avez pas l'habitude. Exactement, et je suis très très prudent dans les pays que je connais pas, parce que je peux tout avoir, je sais jamais à l'avance ce que je vais avoir. Donc au début, les premiers jours, on y va très doucement, quand on tâte le terrain, on va voir les différentes conditions météorologiques qu'on peut avoir, et quand on a fait un peu le tour, on peut dire, oui, je peux oser, ou au contraire, ne pas oser. Alors la suite pour vous, Antoine Girard, on a vu la Nouvelle-Zélande, on a vu le Népal, le Pakistan, bref, on en a vu déjà pas mal. D'autres projets, d'autres expéditions en préparation? Eh ben ouais, là je pars d'ici un petit mois, un gros mois même, le 2 juillet, je repars au Pakistan pour faire pas mal d'alpinisme et bien sûr du parapente avec, et pourquoi pas revoler à 8000 mètres à la fin de l'expédition. Et derrière, vous allez enchaîner d'autres projets, d'autres choses qui vous font rêver, des sites? Il y a tout à faire. Donc j'ai beaucoup d'endroits où je veux aller, je vais pas forcément en parler maintenant parce que c'est un peu des choses que je garde au fond de moi et tant que c'est pas fait, j'ai pas trop envie de le dire. Mais oui, il y en a beaucoup. Hein, Mais ce qui est vrai, c'est que vous n'êtes pas un professionnel et qu'il faut le temps de monter les expéditions, trouver les fonds, etc. Tout ça, c'est un petit peu long en fait. Hein. Ça, c'est très très long. C'est le plus dur du travail. Je dirais que depuis que je suis passé professionnel, je vole beaucoup moins, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant et je prépare mes expéditions. Mais après, c'est un plaisir de le faire aussi. Bon, on va vous suivre dans vos prochaines expéditions. Donc, on a bien compris que vous allez retourner du côté de l'Himalaya. Pourquoi pas un sommet de 8000? Pourquoi pas battre le record de 8150 7 mètres, ouais. 7 mètres, c'est ça? Pourquoi pas battre le record ou pas forcément? C'est pas un objectif. Remonter à 8000 mètres est un objectif. Ce qui est déjà pas mal. Que je mets en petit objectif parce que oui, c'est déjà pas mal, mais c'est jamais réussi d'avance et ça reste très dur. Battre ce record-là, pour moi, les chiffres n'ont pas beaucoup d'importance. Le chiffre 8000 mètres, oui, mais battre de 1 mètre, 10 mètres ou 100 mètres, après, c'est... Peu importe. Si je le fais, tant mieux. C'est l'aventure qui compte. C'est l'aventure avant tout. On a bien compris. Merci à vous, Antoine Girard. C'est la fin de notre émission Mont Blanc Live. L'émission que vous pouvez retrouver évidemment en replay sur notre site internet www.montblanclive.com. Réagissez évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag Mont Blanc Live. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Très très bonne soirée sur MB Live. Ciao ciao.